Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce tout premier épisode de podcast. Aujourd'hui, on va commencer pour cette petite série de vidéos auxquelles on va parler de différents films qui sont sortis ou pas, ça peut être aussi des vieux films. On va commencer avec un film qui va être très salé pour un début. Ça va être Arthur la malédiction ou la malédiction de Besson. Voilà, le fameux film, le dernier film que Luc Besson a pu faire en 2022. Et ça va être très intéressant à parler. Donc bien sûr, avant de commencer, n'hésitez surtout pas à liker, mettez votre commentaire pour ceux qui ont vu le film. Et aussi au passage, avant de commencer cette critique, je dois vous avertir que ça va spoiler. Il n'y aura pas de partie non spoil. Donc si vous avez le petit grain, le petit bout d'envie d'aller voir ce film au cinéma, eh bien je vous invite à quitter cette vidéo là, mais je vous avoue, vous allez pas rater grand chose, donc limite restez, vous rigolerez un bon coup au moins, voilà, et puis vous saurez qu'est-ce qui vous attend là-bas, parce que il faut s'attendre à des choses qui sont assez conséquentes, que Luc Besson a fait, voilà. Alors, en tout cas pas positif, on va être franc et clair. Donc en tout cas, n'hésitez surtout pas à commenter si cela vous avez aimé ou pas le film, et si vous voulez participer aux futurs petites podcasts qui vont arriver, je vous invite à nous rejoindre sur le lien Discord qui se trouve en barre d'infos, auquel vous pouvez rejoindre, et dès qu'il y aura un événement, je vous avertirai bien entendu, et vous pouvez y participer. Donc voilà, on va commencer. J'ai peur, j'appréhende de ce que je vais dire. Parce qu'il faut savoir que j'ai vu le film hier et j'avais fait une première critique de ce film en podcast, parce que le problème, l'audio était dégueulasse. Là, j'espère que l'audio sera un minimum plus professionnel. Mais en tout cas, l'audio que j'avais dans l'ancienne vidéo était une catastrophique. Vraiment, c'était inaudible. Et puis, j'étais un peu perdu, j'étais fatigué, il était très tard, parce que quand je suis revenu du film, il était au moins plus de 22 heures. Donc évidemment, faire une vidéo à cette heure-là, c'était assez fatigant en pleine semaine. Donc clairement, là, je suis un peu plus j'ai un peu plus d'énergie pour parler, et surtout, j'ai un peu plus de recul de ce que j'ai pu voir. Parce qu'évidemment, sur le chaud bouillant après la projection, j'avoue avoir été un petit peu en colère envers Besson, en colère envers Canal+, parce qu'il faut savoir que ce film-là a été produit et du moins cofinancié par Canal+, parce que on va en venir après, mais ça ne m'étonne plus maintenant. Et j'étais assez énervé. Donc évidemment, voir un film comme Arthur les Minimoys, du moins cette licence qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui était quand même intéressante, et ce que proposait Lucas était super bien. Donc voilà, la colère était là, la colère est présente, mais on va y aller par étapes, et après on pètera un boulard. Donc déjà, premièrement, parlons de la licence Arthur et les Minimoys, parce que je sais que beaucoup de gens en France, du moins des adultes, n'aiment pas Arthur et les Minimoys. Ça appelle à une génération. C'est pas pour rien que dans le film, les protagonistes sont des gens de 18, 19 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, ils ont une vingtaine d'années pour la plupart, qui ont connu Arthur et les Minimoys en étant enfants. Moi, pour ma part, c'est mon cas. J'ai aujourd'hui 19 ans. Donc quand Arthur et les Minimoys est sorti en 2006, évidemment, j'étais un peu plus gamin, bambino, pour justement découvrir toute cette petite ère. Et évidemment, les gens un peu plus vieux, qui ont aujourd'hui une trentaine d'années, quand ils voient ça, ils rigolent à moitié. Mais il y en a qui aiment. Et donc Arthur les Minimoys, de base, ce film, cette licence de film, et moi personnellement, je préfère le premier, était vraiment très intéressant. Il faut savoir que Besson, moi, pour ma part, ma relation avec Luc Besson dans sa carrière cinématographique, j'en étais très proche, et j'ai été aussi très admiratif. C'était un peu un héros pour ma part, parce que je voyais en quelqu'un qui avait envie de faire une évolution dans le cinéma en France. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, et qu'on aime ou pas la personne, Luc Besson est l'un des rares réalisateurs français à avoir tenté de viser quelque chose de plus haut. C'est-à-dire que déjà, en effet, c'est un cinéaste qui est totalement influencé par le style américain. Je crois qu'en France, on a eu très rarement un réalisateur, j'ai pas envie de dire Denis Villeneuve, parce qu'il est francophone, évidemment, mais on va dire vraiment français, vraiment à mettre un pas américain et une technologie, une manière de travailler très américaine qui touche donc les Américains, comme par exemple le film Léon, qui est un film franco-américain, et je crois que c'est que franco-américain, il n'y a pas d'autre pays. Mais mine de rien, ce qui était intéressant avec Besson, c'est qu'il gardait ses équipes françaises. C'est du French touch. Qu'on le veuille ou non, c'est un film qui est quand même majoritairement français, mis à part les acteurs et quelques techniciens qui étaient américains. La plupart des équipes de Besson sont françaises. Donc c'est là qui est très intéressant avec Besson, c'est qu'il a une technique de travail qui est certes américaine, mais avec la manière française auquel il avait une vision bonne. Et Besson, dans les années 90 jusqu'en 2010, on va dire, à peu près, et même
petit peu après, hein, juste avant le cataclysme valérien, c'était ça, Besson. C'était un réalisateur qui, quand il envoyait un film, c'était ne pas ressembler à ce qu'il y avait en France. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on a régressé après les années 90, on a régressé énormément en termes technologiques. On est resté, là comme là aujourd'hui, nous sommes restés sur des bases qui datent de 2008, ou encore même 2005, si je dois citer certains films. Donc, techniquement, oui, on est resté sur quelque chose d'acquis, des choses comiques, des choses auxquelles l'image reste les mêmes. C'est-à-dire que je vais vous foutre un film de 2022, vous ne saurez pas le mettre au niveau de la date si c'est un film de 2010 ou de 2008, même pour certains cas. Donc pour vous dire un peu le niveau en France. Et Luc Besson était l'un des rares à mettre justement une évolution dans le cinéma français, auquel c'était très intéressant et que ça marchait. Faut savoir que Luc Besson est un des réalisateurs qui a beaucoup marché aux États-Unis et beaucoup dans le monde, et notamment un des plus prisés. Comme aujourd'hui, je dis qu'un peu comme Denis Villeneuve est un peu le nouveau Besson, c'est-à-dire que même si lui était un Canadien, enfin un Québécois, il a un peu ce même type là, c'est-à-dire que bon, le cinéma canadien, je sais pas comment il a évolué, je pense qu'il est dans le similaire que sud-américain, et encore, je ne suis pas du tout sûr, mais en tout cas le nord-américain, en comptant le Canada, a un style qui est en air très ressemblant. Et Villeneuve fait partie justement de ces réalisateurs-là qui vont mettre une évolution dans chaque film qu'ils vont faire, qui se rapproche dans le marketing américain et occidental en général, qui est le plus mis en avant. Et c'est là où tu te dis justement, tu ne vois plus un film français, tu vois un film auquel tu peux, évidemment, tu vois un film américain, faut dire les termes. Et donc c'est très intéressant, et visuellement ça proposait des choses. Et Luc Besson, évidemment, c'était bien sûr Léon, c'était Nikita, c'était après ça a été le cinquième élément, si je ne me trompe pas sur le nom. Après Le Grand Bleu, là c'est beaucoup plus un film vraiment centré en France, mais qui a eu un énorme succès. Demandez à un Américain citer quelques films français, il va vous citer évidemment certains films, peut-être même Le Voyage de la Lune de Georges Méliès, parce que c'est on va dire les prods du cinéma, sans être méchants, vont évidemment prendre ce film-là en exemple, mais par exemple vont parler des réalisateurs comme par exemple Godard avec Bande à part, etc. Ou bien par exemple de Jean-Jacques Hano, Café Stalingrad et tous ces films-là merveilleux, puis aussi le Nom de la Rose, et de tous ces films-là qui ont marqué. Mais il y a Le Grand Bleu qui passe énormément, surtout dans cette génération actuelle du cinéma. Le Grand Bleu est un peu un film auquel en France, nous, c'est un peu une icône du cinéma français, et aux États-Unis c'est aussi une icône du cinéma français en étranger, quoi. Donc techniquement Le Grand Bleu a marqué énormément, et pourtant ça restait un film qui était très français dans la réalisation. Il y a des acteurs français et tout, mais ils arrivaient facilement à mettre en place tout le marketing international basé sur une production française. Donc là, c'était très intéressant. Et Besson était hyper novateur là-dessus. On pourrait aussi parler de Lucy avec Scarlett Johansson, qui est incroyable, même si les gens beaucoup n'ont pas aimé Lucy, et c'est là où beaucoup de gens ont dit, après notamment Arthur et Minimoys, bien sûr, ont vu le déclin de Besson. Pour ma part, je me suis dit, c'est un réalisateur qui tente des choses. Et donc, il y a eu, comme je le dis, Arthur et Minimoys, bien avant Lucy. Et ces films-là, donc, c'était un tout nouveau genre que Lucas s'attaquait, c'est-à-dire le film d'animation. Et là-dessus, je trouve que beaucoup de gens peuvent haïr ce truc. Moi, pour ma part, je trouve qu'il est très innovateur. En France, du moins. Même en Europe. Alors évidemment, en termes d'animation, nous, en France, on est comme là-dessus, au moins, on peut dire une chose auquel on dépasse beaucoup de pays, c'est en termes des films d'animation. On est sans doute l'un des pays qui réussit le mieux au monde là-dessus. Comme par exemple un épisode de Love, Death, Robots qui a été réalisé par les Français, c'était Snow et le désert, je crois. Et un film qui est fait par des Français, et quand tu vois évidemment cet épisode, tu ne vois plus, enfin là tu vois un film qui pourrait clairement marcher dans le monde. Et là-dessus, la France a quand même cet honneur, a cet espoir dans l'animation de réussir. On a énormément de talent, on a énormément de bons animateurs, et là-dessus on était vraiment supérieur. Et donc Besson s'est donc attaqué à un marché qui était assez différent de ce qu'il a pu faire. Et mine de rien, dans le côté mettre du réalisme, c'est-à-dire de vrais plans réels de la réalité avec du plan 3D en mode miniature, c'était vraiment pas mal. Et qu'on le veuille ou non, les enfants ont adoré. Et on ne voyait quasiment pas de différence, on croyait vraiment que c'était le vrai monde, tellement que c'était propre. Alors oui, l'histoire est assez enfantin, mais est normal, c'est fait pour les enfants. C'est que je vois certains critiquer, dire oui, mais Arthur et Minimoys, c'est enfantin, c'est pas très intelligent comparé à ce que faisait Besson avant. Évidemment,
ce que faisait Besson avec Léon et tous ces films-là, c'était beaucoup moins pour les enfants, même clairement pas. Mais n'oublions pas que Besson a toujours dit que Arthur et Minimoys, c'est pour les enfants, et que c'était surtout pour la famille, en général. Donc, pour ma part, je trouve que Besson avait réussi son pari de créer justement un tout nouveau genre, un tout nouveau truc auquel on ne s'y attendait pas. Et Arthur et Minimoys, l'histoire en lui-même est très intéressante, du petit gamin Arthur qui dans le premier film recherche son grand-père Archibald, qui a été porté disparu, et qui va découvrir au fur et à mesure du film le monde des Minimoys et de comment il va s'aventurer dedans. Donc là-dessus, en termes de scénario, c'est assez simplé, c'est assez, voilà, on aurait pu voir ça comme un Disney par exemple ou un Pixar. Et ben mine de rien, ça réussit et c'est très bien produit, il y a de bonnes références. Les personnages sont sympas, et même encore pour aujourd'hui, je trouve le film, alors oui évidemment le film, quand on le regarde maintenant, on pourrait dire ah là là c'est un peu moche. Bon évidemment, un regard de 2022, ça n'a rien à voir qu'un regard d'un enfant en 2006. Pour ma part, je trouve que le film réussit toujours, il est toujours tout aussi intéressant, et les personnages sont attachants, l'univers est attachant, et tout ça. Donc Arthur et les Minimoys, les 3 films, ont quand même marqué une petite génération, dont le film joue. Donc là, on va passer donc du pourquoi et du comment ce film-là est arrivé. Parce que soyons honnêtes, si Besson a fait ce film-là, c'est je pense pour reviver une flamme qui a disparu. Parce que déjà Arthur et Minimoys, ça fait 12 ans aujourd'hui en 2022 que le film s'est arrêté. Donc évidemment, de moins en moins de gens reparlent des Minimoys, mis à part justement ceux comme moi dans la génération qui l'ont connu. Mais même moi, qui vous voyez, j'ai apprécié ce film, je ne vais pas en parler en mode en parlant de cinéma. Je peux en parler si on parle de Besson, mais ça ne va pas être le film marquant. Évidemment, je grandis, à 18 ans, tu découvres d'autres films, d'autres genres, et quand on va me parler de Besson, j'ai plus tendance à parler de Léon, qui est mon film préféré de Luc Besson, ou d'autres films qu'il a pu faire plus tard. Donc là-dessus, c'est sûr qu'Arthur et Minimoys, c'est un petit peu maîtrisé, enfin rapetissé, justement, sans mauvais jeu de mots, dans sa flamme. Et là, en refaisant ce film-là, je pense qu'il a voulu retenter un nouveau genre, en récupérant la génération de jeunes qui, pour lui, dans sa tête, s'est dit « Ouais, la génération de jeunes, ce qu'ils veulent, c'est du sang, c'est de la violence, c'est du teuti, c'est du tout ça. Et ben, on va leur foutre de la violence, on va leur foutre du gore, et on va foutre un truc d'horreur dans un truc qu'ils ont aimé, c'est-à-dire Arthur. » Et là, c'est un problème. Et là, on sent que Besson s'est échoué. Alors déjà, premièrement, le budget du film, je me suis mis au courant hier, je me suis dit, ce film-là n'a pas pu, visuellement, déjà, on croit que c'est un film qui vient de YouTube. Clairement, c'est un petit projet de YouTube qui a été fait et fait par des fans. Clairement, on est à ce niveau-là. Mis à part les décors qui sont très réalistes, du moins qui sont très ressemblants au film de 2006, ça reste, et je pense que c'est le même décor. Ils ont juste retapé pour qu'elle fasse vieille. Mais en tout cas, sauf si elle était déjà dans cet état-là. Mais je veux dire par là, le budget, tu sentais que mis à part les décors, les acteurs, c'est pas des grosses têtes, donc le cash, il a pas dû être énorme. Et en fait, j'ai regardé, le film n'a fait que 2 400 000 euros en charge. Donc c'est vraiment un petit budget, vraiment le tout petit budget. Je pense que c'est l'un des films qui a coûté le moins à Besson dans sa carrière. Et justement, pourquoi ça en est venu à là? Pourquoi on a eu Arthur? Donc, comme je l'ai expliqué, on a donc ce petit côté marketing pour essayer de récupérer donc ces gens-là qui ont été fans d'Harry Potter, d'Arthur et les Minimoys, donc ses enfants qui ont aujourd'hui grandi. Mais aussi, il faut savoir que on va évidemment parler de Valérian, parce que c'est tout ça c'est ce point crucial qui a fait que Luc Besson aujourd'hui a échoué et est tombé. Et de mon point de vue, Luc Besson est mort, surtout après Arthur. Luc Besson, en voulant faire Valérian, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, Valérian est l'un des films les plus importants qu'a fait Besson dans sa carrière, et même, je dirais, un des films les plus importants en France. C'est l'un des films les plus coûteux de France ou d'Europe, si je me trompe pas. C'est plus de 200 millions d'euros. Je préfère le dire et le hurler, c'est 200 millions d'euros. 200 millions. Vous vous rendez compte, 200 millions d'euros? C'est énorme. Marvel le fait, Disney le fait, mais aucun indépendant, même aux États-Unis, je dois l'admettre, même aux États-Unis, aucun indépendant, sauf si tu t'appelles Spielberg ou Scorsese, mais même Scorsese ne ferait pas ça. Pour 200 millions, c'est incroyable. C'était une innovation. C'était un marque-page direct sur le cinéma français. Et Valérian aurait pu devenir ce marque-page énorme. Mais il a échoué. Alors, pour ma part, si je devais donner, je vais pas faire une critique de Valérian, je pense que j'en ferai une critique.
Pour ma part, Valérian, je l'ai vu qu'une fois et c'est un film extrêmement oubliable. Je ne pourrais même plus vous expliquer l'histoire. J'ai lu les comics, évidemment, de Valérian et Laurine, mais sinon, enfin, je veux dire, le film en lui-même ne raconte pas grand chose. C'est très beau, je me rappelle d'un film très beau visuellement, c'était vraiment novateur, on aurait cru un petit Star Wars version d'un autre monde, et vraiment c'était incroyable. Mais je pense que j'ai eu une mauvaise expérience du film, moi je l'ai vu à la télé, en streaming, parce que quand je voulais le voir au cinéma, il n'y était plus. Et parce que je n'avais malheureusement pas le temps. Et quand je l'ai vu en streaming, j'avais une VF dégueulasse. Alors je ne sais pas si c'était la VF ou si c'était la version québécoise, mais je crois que c'était la VF. Et moi vous le verrez au fur et à mesure des épisodes des vidéos qu'il va y avoir, je suis un défendeur de la VF. C'est-à-dire que les films au cinéma, je les mate en VF. La VO, j'ai du grand respect, il y a des films où je ne peux que mater en VO comme The Dark Knight ou Joker. Et encore Joker, ça se défend aussi sur la VF, hein. La VF est très bonne, même si certains vont dire que Arthur Flex en VF est un peu avec une voix très aiguë. Pour ma part, je pense que c'est même bien parce que c'est une voix plus rapprochant à celui du comics, etc. Et bref, passons, on parle pas de Joker. Mais en tout cas, je défends les VF. Et là, pour le coup, c'est la première fois où je me suis dit, jamais je mettrai ce film-là en VF. C'est de la grosse chiasse. Je ne sais pas qui ont été les comédiens de doublage, surtout la fille. Je me rappelle la fille. Elle était en mode, je vais vous faire une imitation vite fait. Ça faisait, nous devons les battre. Non, mais tu sais, t'es vraiment naïf. Enfin, dans mes souvenirs, c'était ce niveau-là, quoi. C'était vraiment, tu avais quelqu'un qui, quand il parlait, n'avait pas de dame. C'était quelqu'un qui mourait. Donc techniquement, évidemment, un film, tu mates ça pendant 1h30 ou 2 heures, je sais plus combien de temps il durait, tu meurs. Tu as envie de péter ta télé, tu craques, tu as envie de dire non, stop, arrête Besson, c'est fini. Donc la VF était une catastrophe. En VO, je pense que c'est un peu mieux, mais je crois que l'actrice était tout aussi à chier. Pourtant, c'est une actrice qui est déjà très belle, et puis surtout, je crois qu'elle était quand même déjà dans plusieurs films où elle était assez convaincante. Donc je ne sais pas, est-ce que Besson a encore fait une mise en scène de merde ? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, là-dessus, Valérian a été un échec. Et pour ma part, ça a été un échec au niveau de sa VF. Après, je le referai peut-être en VO. Sans doute, je vais apprécier le film parce que, mine de rien, un film qui a coûté 200 millions et qui avait de quoi visuellement pète la classe. Pour un film français, ça pète la classe. Eh ben, mine de rien, ça serait dommage de l'oublier. Mais Valérian a été le point de non-retour qu'a fait Besson, c'est-à-dire qu'il a mis énormément de budget et le retour sur investissement a été très pourri, c'est-à-dire que 180 millions d'euros. Hein, c'était 200 millions de dollars dans le monde et 180 millions d'euros, ce qui est pour un pour un film de français, c'est incroyable. Mais pour un film qui a coûté 200 millions, c'est très bas. Ça devait taper au moins plus de 600 millions, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, ça fait crouler Besson, déjà sous les dettes, sous les problèmes, etc., etc. Alors évidemment, je ne parlerai pas des cas privés, dont notamment des accusations de viol, etc., parce que déjà, dans un premier temps, je n'a pas d'intérêt, même si ça a une importance, mine de rien, un peu, parce que certains vont foutre une exagération là-dessus, mais ça a un peu une importance dans sa carrière, parce que maintenant, il a été énormément malheureux suite à ces accusations-là. Mais pour ma part, je vais ne m'attaquer que dans justement Valérian, et notamment de Anna, qui sortira après Valérian, en 2019. Donc plus dans le cinéma. Sa vie privée, personnellement, je m'en fous, et je ne pense pas non plus que ça a été que ça dans sa carrière. Parce que après donc Valérian, Besson a donc eu des dettes monumentales, évidemment. Donc il a notamment dû revendre carrément la cité du cinéma. Je crois qu'il a même abandonné, enfin il l'a coupé, hein, il a tout arrêté. Pour ceux qui ne savent pas, c'était une école que Luc Besson avait fondée, auquel ce n'était pas, il fallait pas besoin de payer, c'était par contre par loterie, du moins c'était par sélection. Mais n'importe qui pouvait m'en faire une demande, avoir une sorte de CV derrière, et que ensuite les personnes regardent. Plus que tu avais les compétences requises, ou je crois qu'il y avait un concours, je crois que c'était un concours que tu faisais, et celui qui gagnait le concours, ou qui était dans les 3 premiers, pouvait avoir accès à l'école. Et tu ne payais pas une blinde. Faut savoir que payer une blinde d'une école au cinéma, c'est au minimum 10 000 balles. Au minimum. Une belle école, hein, je parle. Donc, 10 000 euros, pas beaucoup de gens l'ont. Et donc, techniquement, c'était un grand espoir. Et pour ma part, je rêvais d'aller dans cette école-là. Malheureusement, au moment où j'avais l'âge pour y rentrer, c'était déjà terminé. Parce que Valérian était trop coûteux. Et donc, malheureusement, ça a dû faire échappe online et adieu tout le monde. Et ça, c'était assez triste, c'était assez malheureux de la part je pense que ça a été triste pour Besson, et triste pour les fans de cinéma, comme moi, qui avaient un petit espoir de rentrer un jour dans cette école, et même ne serait-ce qu'apprendre le cinéma dans sa lecture et dans sa formation de comment, justement, Besson voyait les choses.
Et donc après ça, il y a eu donc le film Anna, qui est donc l'avant-dernier film de Besson, qui est sorti en 2019, donc avant la crise du Covid. Et je pense aussi que la crise du Covid a dû jouer énormément aussi sur les budgets de Besson. Mais en tout cas, Anna était donc le dernier plus ou moins espoir de Besson à relancer un marché américain dans son truc. Et là, on a carrément, je crois, on a Murphy, Cillian Murphy, je crois, je sais plus son prénom. Quelques acteurs qui sont assez reconnus. Et au niveau de l'histoire, si je ne me trompe pas, je n'ai pas vu le film. Donc je vous dis une grosse connerie dans cette partie. Donc il faudra me corriger si je dis faux. Mais dans mes souvenirs, je crois, dans le synopsis que j'avais vu, c'était une femme qui jouait de sa beauté, qui était une sorte d'espionne, qui jouait de sa beauté pour tuer des gens ou pour soustraire des informations. Je crois pas que c'était pour le KGB ou je sais plus exactement c'était pour quel groupe. Mais en tout cas, c'était un peu ça l'idée. Sauf que malheureusement, le film a bidé. A clairement bidé. Ça a un peu marché, mais ça a bidé. Ça n'a pas marqué les esprits parce que je pense, peut-être le film n'était pas incroyable en soi, mais surtout, il ne faut pas oublier, c'est qu'en 2018, il y a eu Red Sparrow. Et Red Sparrow, je l'ai pas vu non plus, mais je sais que Red Sparrow, au niveau retour, ça a eu un film beaucoup plus marquant. Parce que déjà, premièrement, le thème était novateur. Luc Besson est arrivé trop tard, qui est donc Red Sparrow, qui est pareil, une femme assez séduisante, qui va essayer, qui est une espionne, là pour le coup, je crois que c'est du KGB ou de l'URSS, qui va essayer justement de subtraire des informations faites par des grands dirigeants des États-Unis. Donc un film qui était novateur, c'était la première fois qu'on voyait ça au cinéma, même si dans certains films ils ont tenté de le faire. Là, dans le cinéma moderne auquel on est aujourd'hui, c'était assez novateur. Et on avait notamment Lawrence qui jouait la espionne, là, si je ne me trompe pas sur son nom, et qui est aussi une très très belle femme. Et donc là-dessus, le film a eu un énorme succès au cinéma et au box-office. Et un an après, évidemment, Besson donc sort Anna. Et le retour ne sera pas du même niveau parce que malheureusement il y a eu Red Sparrow un an avant, donc les gens connaissaient déjà l'histoire et c'était du déjà vu en fait, tout simplement. Et donc le film a bidé, que ça soit en France comme aux États-Unis, et ça n'a pas eu un énorme succès derrière. Et donc comme je vous l'ai dit, avec le Valérian qui lui a foutu une dette monumentale, c'était l'une des dernières chances. Et donc Besson par la suite a donc eu des vies privées compliquées. Et a eu notamment l'idée d'essayer de refaire quelques films, dont des projets qui ont été mis à l'eau. Donc il fallait se rabattre sur des projets beaucoup plus petits. Et donc, ce film qui s'appelle Arthur. Et nous y sommes après 20 minutes de critique. Donc, Arthur les Minimoys, la malédiction, le fameux film. Donc au fond, je vais faire 20 minutes d'introduction, mais pour ce que je vais raconter, ça va être très bref et très rapide. À part vous dire que c'est de la merde, on va essayer d'argumenter. Évidemment, je ne suis pas non plus naïf. On va argumenter, on va essayer de trouver un peu des points sympas dans ce film. Déjà, premièrement, on va mettre les positifs. L'image du film est très propre. Pour un film de 2 millions, je trouve que le film est quand même assez propre. Les lieux sont, il y a des scènes où c'est aéré par moments. Des belles plans séquences qui se font correctement sans forcément que ce soit découpé comme de la merde. Là-dessus, Besson reste quand même un réalisateur qui connaît bien ses méthodes et arrive à faire de belles images. Bon, ça n'aurait été que ça. Voilà, c'est le petit point que je donne à Arthur. Mais c'est le seul et c'est la dernière chose. C'est le seul. Il n'y a rien. Peut-être respect en tout début de l'enfance avec les enfants, mais ça c'est, on va dire non, c'est de la merde. Enfin, je veux dire, n'importe qui aurait compris comment ça marchait. Maintenant, parlons de l'histoire. Alors, je vais pas vous raconter l'histoire en plus, mais on va quand même le faire. Donc, on a donc un groupe d'amis, d'enfance, qui sont des gros fans d'Harry Potter. Ça aurait été Harry Potter, ça aurait été marrant. Ça aurait été plus réaliste aussi. D'Arthur les Minimoys, qui 18 ans plus tard, du moins pas 18 ans plus tard, mais on va dire peut-être 15 ans après, ou peut-être, vu l'âge des gamins du début, on va dire 12 ans après, se retrouve donc pour fêter l'anniversaire d'un des personnages principaux, qui s'appelle, je sais plus comment c'était son nom. Un mec qui est très fan d'Arthur les Minimoys, c'est-à-dire que le mec, pour vous dire comment il est fan, le jour de son anniversaire, il se déguise, sa petite copine, j'ai l'impression, se déguise en Sélénia et l'autre s'Arthur en se déguisant en Arthur, mais le mec est quand même fan parce qu'il arrive à sortir en Arthur les Minimoys dans la rue, à 18 ans. Et le mec alors on commence le film par un mec qui se fait courser dans la rue avec les flics déguisant en Arthur. C'était ça, le film. Le début, ça commence à, on voit un mec, au début on a les enfants, mais au moment où on voit les personnages grandir, première image, on voit un mec déguisé en Arthur et Minimoys qui se fait poursuivre par les keufs. On va où? Je sais pas, on est parti très loin et donc là, clairement, on est sur quelque chose qui est assez comique déjà dès le début. Alors que le film se veut sérieux, je vous le dis d'avance, c'est pas un film qui se dit comique. Ou je sais pas, peut-être que Lucas il a voulu faire double... Lucas.
Vous voyez comment je deviens fou. Besson a peut-être voulu tenter de faire deux trucs en étant un peu caché dans le comique, mais non, le film, je pense qu'il s'est voulu sérieux, sauf qu'il est tellement nanardesque qu'il en devient comique. Et donc le mec donc qui est un grand fan, ils vont donc faire leur anniversaire et pour lui donner comme un gros cadeau pour son naïve, vont aller dans le lieu de tournage d'Arthur dans les Minimoys, c'est-à-dire la maison. Et donc ils vont s'y rendre. Et il va y avoir plusieurs événements. Alors déjà pour comment l'expliquer en étant poli et le scénario est bateau, il est à chier, il faut dire le mot. Il n'y a pas plus de niveau bas au niveau scénaristique de film d'horreur. C'est-à-dire, un groupe d'amis se rejoint dans un lieu, mais le lieu est un peu bizarre. Et surtout, c'est que la fin est catastrophique. Mais on va en parler. Et donc, déjà, premièrement, comme je le dis, donc le mec est fan, hein, c'est-à-dire que dans sa chambre, le mec, il a comme s'il avait encore 8 ans, c'est-à-dire qu'il a des figurines d'Arthur de partout. Bon, vous allez me dire, vous allez dans ma chambre, c'est pas loin. Sauf que moi, il y a un peu, voilà, il y a du Spider-Man de Sam Raimi, il y a du Marvel, il y a du Watchmen, ouais, j'ai une grosse figurine de Rorschach en 6ème, voilà, pour ceux qui s'intéressent. Mais en tout cas, je veux dire par là, bon, je vais pas en juger de quelqu'un qui a des figurines d'un truc qu'il aime. Voilà, ça peut. Bon, après des fans hardcore comme lui, ça n'existe pas parce que le mec rêve d'Arthur. Ouais, parce qu'à un moment donné, alors je vais vous expliquer une scène qui est quand même merveilleuse. Alors les mecs sont en train, c'est la première nuit. Donc déjà, premièrement, voilà, on voit aussi le côté relation amoureuse avec la fameuse fille, avec la petite actrice qui est métisse, trop mignonne au passage aussi, mais par contre un jeu d'acteur aussi à chier. C'est-à-dire que l'autre, elle est en mode comme ça, je vais trouver une phrase du film, genre en mode oui, mais il faut grandir pour après avoir 18 ans. Alors déjà, oui, elle avait du mal à respirer, j'ai l'impression. Et puis, enfin voilà, c'était aussi vide. Bah c'est un peu, en fait, je pense que Luc Besson après Valérian, il s'est dit tiens, on va prendre que des actrices qui sont fatiguées, qui n'ont plus d'âme. Et bah cette petite femme là, et bah évidemment, enfin cette jeune femme là, elle était comme ça, elle était en mode oh bah ouais. Alors je me suis dit non mais on est où là Qu'est-ce que tu veux me donner dans ton regard qui est vide, hein? En plus tu n'es pas moche comme femme, mais merde, tu n'as pas de regard, tu n'as pas d'énergie, merde. Alors, je vais être méchant envers les acteurs. Notamment une là que je croyais que c'était une TikTokeuse, mais pas du tout. C'est Jade Petri, je crois que son nom. Que c'est très belle hein, aussi, mais enfin bon, à part leur gueule, je me demande leur jeu d'acteur s'ils ont été vraiment prêts pour ça. A fait que de gueuler hein, dans le film. Fait que de gueuler, c'est une catastrophe. On a une note à lunettes parce que oui, attendez, je dois aussi vous expliquer les enfants. Alors, les enfants, du moins les jeunes adultes. Alors, on a un mec, c'est pas un cliché. C'est pas un cliché, c'est la vérité. On a un mec binoclard qui est un peu le chef du groupe, c'est-à-dire un peu le lintello. Voilà, donc on a un binoclard qui est comme ça. On a ensuite, on a donc un mec qui, on a un black à lunettes. Il y a beaucoup de gens à lunettes. T'as donc le mec intello à lunettes, t'as le black à lunettes qui s'appelle Jean. Bon voilà, sans doute de Martinique. Un bisou de Martinique. Une autre fille à lunettes qui est allergique aux abeilles et qui est un peu aussi une intello. Je pensais que c'était la copine de l'intello vu que les deux se ressemblaient plutôt bien, mais pas du tout. Ensuite après on a le couple gay. Enfin je pense qu'ils sont gays, mais visiblement je pense que oui. De toute façon ils font que ça, de se bicoter quasiment. Et donc on a ce couple gay qui n'a que pour but d'être gay et de aussi des grandes gueules, hein, voilà, d'être un peu des voilà. Bon, je vais pas vous faire un dessin, c'est un peu, on dirait un peu le Halloween version français mais avec Arthur les Minimoys. C'est-à-dire que dans Halloween ou dans Massacre à la tronçonneuse, c'est un peu le cliché des jeunes de la génération de ces films-là, les films d'horreur. Je pense que Besson s'est inspiré de ça. C'est que, par exemple, dans Massacre à la tronçonneuse, ils vont faire l'imitation des hippies. Donc, évidemment, si vous n'aimez pas la culture hippie, vous allez trouver ça détestable. Et ben, justement, mais c'est ce qui est représenté dans les années 70. C'est ces gamins-là, un peu, ces jeunes un peu naïfs et tout le bordel. Et là, je sens que Besson a voulu faire pareil, sauf que là, c'est tellement cliché que j'ai l'impression de voir un épisode de Scooby-Doo. Enfin, on en est là quand même, hein. Donc ensuite on a le couple gay. On a donc ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a le héros là, le principal, qui est donc le fan d'Arthur, qui est le seul BG du coin. Voilà, notamment Durandal pourra me le confirmer. Voilà un petit ref. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais en tout cas. Voilà le héros, le petit BG du go, avec notamment sa copine métisse qui est très sympa, et aussi l'autre fille qui est une grandiole, qui est née là que parce qu'elle est mignonne, et c'est tout. Voilà. Mais par contre elle a pas de il y a pas de petite tentative de quoi. Bon, c'est dommage. Mais voilà. Et c'est tout. Voilà au niveau du groupe. Et comme une fois j'allais dire, les acteurs, je ne leur en veux pas. C'est des jeunes. Je pense pas que la plupart ne sont pas des acteurs confirmés dans le sens. Quand je dis qu'on est acteurs confirmés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de carrière grande au niveau du cinéma, mis à part peut-être un ou deux, je crois. Mais sinon, la plupart ne sont pas des bons acteurs. Je pense que ce sont des acteurs qui commencent dans le milieu. Et
évidemment, je leur en veux pas parce que déjà commencé et en te disant, tu as imaginé je pense qu'ils ont reçu la proposition de Besson pour participer au prochain Arthur et les Minimoys. Ils ont été pris, pour eux ça a été l'explosion de joie. Et parce qu'ils se disent, waouh, c'est Luc Besson, c'est le mec qui a fait Léon, qui a fait Arthur et les Minimoys. Donc ça va être une grande projection pour nous. Voilà, partout en France on va nous connaître. Bon oui, on va vous connaître, mais pas pour les bonnes raisons. Et peut-être même dans le monde, si ça marchait bien. Donc il y a eu de l'espoir dans leurs yeux. J'imagine que c'est des jeunes qui ont eu de l'espoir. Malheureusement, leur jeu d'acteur est pourri, le film est pourri. Rien ne sauve. Rien ne sauve. Ce film-là ne sauve rien. Malheureusement. Donc, je ne leur en veux pas. Mais je dois avouer que c'était de la merde, leur performance. Et je sais pas comment Besson il est au niveau de ses mises en scène, notamment pour gérer les acteurs. Je pense que c'est pas quelqu'un qui est bon à 100% pour gérer les acteurs. Je sais que Nathalie Portman a été très énervée aussi par ça. Donc, je pense que Besson n'est pas un bon... Il ne sait pas gérer les acteurs, simplement. Donc, je n'en veux pas à ces jeunes gens d'avoir essayé de tenter quelque chose. Mais, évidemment, ça va être compliqué. En tout cas, là-dessus, au niveau des acteurs et de leur performance, c'est un niveau assez bas. Mais on pourrait se dire, ah, mais alors, les grands méchants, enfin, le méchant, la monstre, les bestioles, est-ce qu'ils sont mieux? Et pas du tout. Parce que déjà, premièrement, au niveau des évouements qu'il y a dans le film, c'est assez bateau, faut dire le mot. C'est assez triste, il n'y a rien, c'est... Il y a pas, en fait, il n'y a pas de peur, en fait. C'est gore, mais en vrai, par exemple, le gore, dans ce film-là, on nous fait voir dans les affiches avec un Arthur et Minimoys, avec du sang un peu partout, un peu en mode démon, là, on a l'impression de voir un fan art d'un gamin un peu cinglé qui a voulu faire Arthur et Minimoys version Halloween. Il y a rien, en fait. C'est très peu violent. Visuellement, j'ai pas eu un moment en mode, ah, c'est dégueulasse! Parce qu'à un moment donné, par exemple, t'as un des couples gays, là, enfin, un des mecs des gays, là, qui se prend, qui voit donc un de leurs potes. Ah oui! J'ai pas parlé. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai eu peur déjà, parce que, bon, là j'y suis allé par curiosité, hein. Parce que là en ce moment en plus les prix sont à 4 balles, donc j'ai l'occasion d'aller le voir sans me dire j'ai payé trop cher pour voir une merde. Mais ça aurait été à 10 balles, j'aurais dit non, jamais. Donc là, techniquement, le film, au niveau des personnages dans la bande-annonce, on a notamment un énergumène, un certain Momo. Voilà, bon, je vous rassure pour ceux qui ont vu la bande-annonce et qui avaient une crainte d'avoir une petite merde qui nous fait du « Ah, t'es mal, regarde, trouvé monsieur d'Arthur !» Voilà, pendant 1 heure, non, je vous rassure, il n'y a pas ça. Dieu merci. Dieu merci. On n'a pas Momo qui nous pète les burnes et les cassos, en fait, faut dire le mot. Alors désolé s'il y en a qui se comportent comme ça, mais voilà, les cassos comme ça, moi pendant 1 heure, je me serais barré. Ah, j'aurais pas tenu. Hein, le mec il nous balancerait des wesh et des thémas toutes les 10 minutes, j'aurais craqué un gros bordel. Donc c'est merveilleux, on n'a pas ces petits cons dans le film. Et justement, comme je le dis, donc à un moment donné, parce que justement, le personnage de Momo, on le voit pendu par les pieds, pété par le sang, sur un branle accroché à un arbre. Donc là c'était quand même, voilà. C'était la scène auquel tu dis déjà, Dieu merci, on le reverra pas. Et donc, un des gays, en essayant de le sauver, va se prendre un piège de chasse, là, vous savez, les gros machins qui se referment sur les chevilles, et bam, il pète le sang, évidemment, donc il est blessé. La blessure, elle est dégueulasse. Dans le sens que pas dégueulasse visuellement, ah, c'est affreux de voir ça. Non, elle est dégueulasse dans le sens que ça fait moche. Le sang, même quelqu'un, par exemple, j'ai été avec un proche qui n'est pas forcément fan du cinéma, m'a même dit, non mais le sang est faux. Le truc. Où on en est? Ça fait peur. Ça fait très peur. Donc là, clairement, Arthur, au niveau de sa mise en scène et de sa prestation au niveau du sang et du gore, là, c'est de la merde. Hein. On va pas dire que le Besson s'est foulé au niveau du sang. Ah oui, et donc je voulais parler aussi de la scène. Parce que bon, évidemment, le mec rêve d'Arthur, parce que je vous ai reparlé de ça, donc ça m'a fait rigoler. J'avais envie de rire dans la salle à ce moment-là. Le soir, donc le moment où le mec se réveille après avoir fait ce cauchemar, et donc il sort dehors pour aller pisser. Et là, la scène est marrante, c'est qu'il voit un groupe de gens avec des torches. Donc première réaction, ce qui peut être logique, on peut demander que ça peut arriver, il dit « Ah, c'est Momo !» Bon, il parle pas comme ça, mais il dit « Momo !» Voilà, il croit que c'est ses potes, là, Momo et Pélo, là, je sais pas c'est qui, ces bonnes gens. Enfin bref, ces deux personnes-là, ils pensent que c'est eux. Sauf que bon, moi je me dis, déjà mec, pose-toi des questions, qu'est-ce que foutent tes potes avec des torches dans la forêt, et qui sont déjà plus que 3, hein, elles sont plus que 2, parce que là, il y a au moins 3-4 torches qui étaient là. Donc c'est un peu spécial. Et donc le mec les appelle, et tout d'un coup, boum, les torches se ferment. Bon là déjà tu dis premier coup de pression, ça peut être sympa. Le mec, toute réaction normale, ce que tu fais c'est que tu réveilles tes amis.
Tu dis, j'ai vu des trucs bizarres, les gars, dans la rue, il y a des mecs avec des shorts, ça pue la merde. Déjà, tu réveilles. Eh ben non, pas pour le mec. Le mec, il dit, oui, c'est bizarre, et il va se coucher. Et puis voilà, et puis demain, le mec, il se réveille, et dit, ah ouais, j'ai rêvé d'Arthur. Putain, mais on est où? On est où, là? Oh, on est où? Non mais on est où? C'est clairement le mec voit un problème, il va pas résoudre. Alors soit le mec est bourré, il était torché, je ne sais pas, mais en tout cas, le personnage n'est pas logique. Et donc, bref, donc on va suivre donc plusieurs, voilà, les événements vont s'effouler, on va donc voir les premiers trucs. Et pour ma part, je m'attendais à rien de ce film. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'est. Voilà, l'histoire, bon, personne s'y attendait à rien, je pense. Moi, je m'attendais à une chose quand même, c'était que en réalité, à un moment donné, on voit dans le trailer qu'il y a une sorte comme Malthazar qui sera revenu. Et je me suis dit, est-ce qu'ils vont tenter de refaire revenir les personnages du film en mode réaliste? Moi, je pensais que réellement ça allait être ça, que les mecs allaient revenir dans le lieu de tournage et vont se rendre compte qu'en réalité, bah, ce n'est pas qu'un simple film, mais une réalité, que vraiment c'était un lieu de tournage un peu hanté, tout le bordel. Sauf que là, les personnages arrivaient dans la vraie vie et là, butaient les bonnes gens, quoi. C'était pas juste, ils te tapaient avec un coup de marteau en rigolant, puis se barraient. Non, là, ils te butent, ils te tuent, ils t'égorgent. Enfin bref, c'est vraiment le truc vraiment horreur. Avec vraiment les personnages, avec un Malthazar, pourquoi pas réaliste, avec une gueule dégueulasse, affreux, auquel tu as vraiment peur. Et là, ça aurait été intéressant. Même si c'était de la merde, ça aurait été de dire en moins, bon, ils ont tenté un truc. Eh ben, pas du tout! Pas du tout! Parce que les personnages qu'on voit, dont le clan de Makai, là, je sais plus, là, le clan africain, là, auquel on pense, voilà, que c'est ceux du film. Eh ben, pas du tout! Mais même ceux-là qui sont, parce qu'à un moment donné, on est comme les sbires de chez Malthazar, et notamment Malthazar, parce que je vous rassure, il est là. Hein. Il est là. Et oui. Parce qu'en réalité, pas du tout. En fait, tous ces gens-là, Malthazar et tout le bordel, ce ne sont pas les personnages du film. C'est des jeunes véridiques. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous jure, je vous mens pas. Je vous le jure. C'est en fait des jeunes qui se droguent et qui vont prendre un thème de film et qui vont se battre jusqu'à la mort. Voilà. C'est ça. Voilà, en fait, voilà, vous avez fini, le film est terminé, voilà, et c'est le flic, hein, il nous balance comme ça, genre c'est à la fin du film, t'as les 3 rescapés, parce que t'as le garçon, là, le beau gosse, la métisse et le noir qui survit, donc voilà, super, bravo, et donc le flic il est en mode, en fait, c'était 3 jeunes, voilà, et en fait les gamins, on les voit au début, parce qu'au début quand ils arrivent sur le village auquel ils sont pas loin de chez Arthur, il y a un peu des gens fous, notamment un mec qui a une sorte de chasseur un peu taré qui bute des gens. Alors j'aime bien, c'est qu'au début du film, tu vois qu'il y a la fille, là, celle à lunettes qui se fait piquer par les abeilles, qui au passage, sa mort est plus ou moins intéressante. Je crois que c'est la seule mort qui est vraiment pas mal du film, où elle se fait piquer par les abeilles par un mec en capuche, on sait pas qui, justement, je vais en revenir après. Et donc à un moment donné, quand elle arrive au début devant la baraque du chasseur, elle voit qu'il y a des pieds suspendus avec du sang, donc c'est des pieds humains coupés. Et là, dans le film, on n'en reparle pas après. La fille le voit, dit oui, j'ai vu ça, mais ils en parlent plus. Donc, juste pour dire que le mec est un peu taré. Et donc, quand ils arrivent au village, au début, on voit donc un groupe de noirs, de mecs noirs, avec des peintures jaunes et bleues, là, sur la joue. Et un autre groupe de blancs. Alors moi, dans ma tête, je me dis, putain, c'est BLM et Skinhead qui se rejoignent, quoi. Genre, vraiment, je me suis dit, c'est le groupe BLM et des Skinhead qui sont pas très loin du village, qui vont se battre, là. J'étais limite à rigoler comme ça, parce que vraiment, il y a que des blancs. Ah non, quoique, je crois, dans le groupe de Skinhead, il y avait une petite métisse qui était là. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'était un peu marrant à voir. Et en fait, en gros, c'est les personnages méchants qu'on verra tout le long du film qui butent. Et tu te dis d'accord, ok, donc en fait on se donne plein d'hypothèses de qui est le monstre, mais en fait les monstres tu les as dès le début. Donc waouh, déjà c'est pas mal. Et comme je le dis, donc on a donc plusieurs personnages, donc ces mecs là, les Maasai et puis les machins, et aussi un autre personnage. Et là j'ai envie de rigoler parce que j'ai même dit à la personne qui m'avait accompagné, j'ai même rigolé, je dis c'est sûr c'est ça. C'est à un moment donné on a un personnage en capuche noire. Auquel, sur le coup, après, je me suis dit, est-ce que c'est le chasseur? Parce que le chasseur, à la fin, vient sauver les petits héros contre les griffes de ces bonnes gens-là. Un coup de fusil à pompe. Donc, comme quoi, les mecs, voilà. Ah oui, puis en plus, le bac, il avait un flingue. Enfin, bref, un flingue de merde. Hein. Je sais pas comment il a pu buter les bonnes gens. Je crois que c'est juste un truc qui paralyse. Enfin, j'espère. Mais enfin bref, illogique. Donc bref, le chasseur sauve les bonnes gens. Et j'adore, le mec dit, venez arrêter, partez d'ici, c'est une serre sacrée.
terre sacrée de quoi, mec? C'est un lieu de tournage, espèce de con. Donc clairement, quand j'ai entendu ça, j'ai envie de rigoler. Je dis, c'est peut-être un gros fan d'Harry Potter, d'Arthur et Minimoys. Donc le mec, pour lui, c'est sacré, ce lieu de tournage. Mais bon, ouais, non, enfin, on est où? On va où? Donc ouais, non, là-dessus, je pense que nous sommes arrivés à un point de non-retour. Et donc on a donc un mec en capuche noire, et je me suis dit, c'est sans doute le chasseur. Mais en fait, pas du tout. On ne sait pas c'est qui. Et en fait, j'ai une théorie qui, je pense, est réelle, parce que comme je vous le dis au début du film, quand ils arrivent au village, t'as donc le groupe de BLM et le groupe de Black M, de Skinhead, qui est donc on pourrait dire le groupe de Black M contre le groupe de Skinhead, et qui sont donc là. Et on a aussi une vieille qui les regarde à travers la fenêtre. Et en gros, techniquement, dans ma théorie, on ne sait pas, parce qu'à la fin du film, on voit qu'il y a quelqu'un qui regarde à travers la fenêtre de la maison d'Arthur. Ouh là là, une entité bizarre. Grey, attention, ça fait peur. Et donc, à un moment donné, pour ma part, je dirais que ça serait la grand-mère. La grand-mère qu'on voit au début du film qui regarde à travers la fenêtre aussi. Donc en gros, on aura une grand-mère qui marche sur les toits, qui bute des jeunes gens. Waouh! Voilà, c'est donc ça, Arthur. Donc, ça fait déjà 40 minutes qu'on parle de ce film. J'ai peur de commencer au montage. Donc voilà, vous avez donc eu Arthur et les Minimoys. Ne le regardez pas. Sincèrement, même ne le payez pas. Même en streaming, ne perdez pas votre temps, sauf si vous voulez rigoler un bon coup. Parce que clairement, ce film-là ne vaut rien. C'est de la merde, en chiasse. Et clairement, quand j'ai vu... Après ce film-là, ma réaction première a été... Luc Besson est mort. Clairement, il est fini. Je m'en fous que ça soit un film à petit budget. C'est un film qui ne vaut pas être à regarder. C'est la fin de carrière. À se dire que ce mec-là fait Léon, Valérian, même si on aime ou qu'on n'aime pas Valérian, même Arthur et les Minimoys. Le mec a fait ça, qui sont des films qui sont mine de rien intéressants. Eh ben non, le mec nous s'est tapé du Arthur et les Minimoys, version pourrie bad coast. On est où? Ah, genre, c'est affreux. Catastrophe. Une catastrophe. Bon, bref. Voilà. Donc, ne regardez pas ce film. Vraiment. Et si vous voulez regarder du Besson, arrêtez-vous jusqu'à peut-être Anna. Parce qu'Anna est peut-être bien, malgré que ça n'a pas marché. Mais après, ne regardez plus. C'est terminé. Stop. Coupez tout. Coupez Besson. Quand je vous repense à une phrase où il était pendant un reportage qu'il a eu, parce que voilà, truc d'accusation. À un moment donné, il se met à dire en parlant ouais, j'ai plus d'argent ou quoi. Et il me dit ouais, mes films ils sont dans ma tête. Ils sont dans ma tête, j'ai mon cinéma dans ma tête. Et je me dis maintenant en repensant à cette phrase-là, je me suis dit mec, garde-les dans ta tête parce qu'on n'en veut plus. On n'en veut plus de tes films. Donc voilà, c'était Luc Besson. Voilà. Donc 1 sur 20, évidemment 1, parce que 1 point je lui mets pour la lumière et l'image et le respect des décors. Voilà, ça ne fait qu'1 point. Voilà. Donc, ne regardez pas. C'est une catastrophe. Bref, merci à ceux qui ont regardé jusqu'à la fin de ce podcast. Vous êtes magnifiques, vous êtes beaux. Voilà, dites que vous êtes magnifiques en commentaire, ça me fera plaisir. Et surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous aimez, si vous voulez voir d'autres podcasts. Je crois que le prochain sera sur le film Elvis, qui pour le coup est un très bon film. Voilà, mais j'ai déjà mis un avis sur le Discord. Mais je serai beaucoup plus expressif en vocal. Et justement, n'hésitez pas, si vous voulez parler de Elvis en vidéo, et d'y participer, venez sur le lien Discord qui se trouve en barre d'infos, et du moins en description. Et comme ça, vous pouvez parler du film, ou de n'importe quel film que vous avez envie. Et voilà, tout simplement. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo-là. Je vous dis à plus pour de prochains films. Et encore une fois, Besson est mort, et c'est malheureux de voir ça. Bref, salut tout le monde.